thème de notre table ronde pose maintenant la question suivante. Qu'est devenu le rôle du prescripteur dans un projet? Qui oriente les choix? Qui arbitre? Qui encadre? Et comment préserver le sens d'un projet au milieu d'intervenants et de contraintes qui sont de plus en plus nombreux? Alors avant de présenter nos intervenants, quelques éléments de contexte issus de nos échanges préparatoires. Nous avons observé que la prescription évolue fortement dans les projets. Les intervenants se sont multipliés. Les budgets sont parfois moins définis. La recherche de variantes est systématique. Les normes et les délais nous imposent de nouveaux arbitrages. Alors tout cela crée un paysage où la prescription doit parfois être défendue, argumentée, réajustée pour préserver la cohérence du projet. On va parler de prescription de produits, on va parler de prescription de fournisseurs. Alors je vous propose de maintenant commencer en donnant la parole à nos intervenants, un par un, parce que leurs regards sont complémentaires. Et je vais commencer avec Céline Moscheni. Bonjour Céline, vous êtes fondatrice de l'agence MOA, vous dessinez et vous prescrivez beaucoup. Céline, comment vos prescriptions sont-elles suivies aujourd'hui et comment parvenez-vous à préserver l'esprit du projet malgré les variantes et les concessions? Bonjour à tous. Il faut savoir que le rôle de prescripteur, c'est vraiment un métier à part entière dans les agences d'architecture intérieure et même des agences d'architecture, et que ce rôle, il demande un temps fou. Le rôle de prescripteur est intimement lié avec le project manager. Il se nourrit du projet et il va commencer à dessiner, à essayer à trouver du mobilier, à essayer de travailler avec les artisans, à faire beaucoup d'allers-retours avec les showrooms, à faire un gros travail de recherche et de mise en place. Et donc, c'est vraiment un travail à part, en plus de l'architecture d'intérieur et du projet qu'on va dessiner. Pour répondre, Jacques, à ta question sur le choix, c'est vrai que le choix, au départ, c'est déjà le nom ou la marque de l'hôtel, forcément. Le nombre d'étoiles, est-ce que c'est un boutique hôtel, est-ce que c'est un hôtel de 300 chambres? On va pas le travailler de la même manière. Et après vient tout ce qui est contrainte. Donc la contrainte budgétaire, évidemment, c'est la prépondérante. Et ensuite, toutes les contraintes techniques, les contraintes de normes, de non-feu, je pense qu'on y reviendra aussi après. Et aussi la collaboration qu'on a avec le propriétaire, qui est plus ou moins investi dans son projet au niveau esthétique, budgétairement parlant, il est toujours investi, ça, il n'y a pas de sujet. Mais il y en a qui sont plus ou moins sensibles à ce qu'on prescrit et aussi peuvent mettre leur grain de sel dans ça. Ces éléments de contrainte et de budget nous amènent à la deuxième question que je vais poser à Mathieu Dubernat. Vous êtes vice-président design et technical service Europe chez Ennismore. Avec votre double casquette d'opérateur, mais aussi de studio de design pour la marque The Hoxton, qu'est-ce qui pèse vraiment dans vos décisions et comment éviter que le projet ne se dilue quand les variantes arrivent? Bonjour à tous. Oui, donc moi je représente donc Ennismore. Ennismore, c'est donc 16 marques hôtelières. On a des hôtels comme Mama Shelter, 25e heure, Hoxton, Mondrian, Delano, entre autres. On a également deux groupes de restauration, Paris Society et Ricas. Donc là également plusieurs marques de restauration. Nous, en fait, ce qu'on a essayé de faire, et ce qui est intéressant, je pense, c'est on est effectivement opérateur, donc on a cette casquette d'opérateur. Moi, au sein de mon département, donc Design and Technical Services, je peux travailler avec des architectes d'intérieur sur plusieurs projets. Mais on a également deux studios de design. Donc il y a effectivement le studio M Studio, donc pour les hôtels Hoxton, et on a également le studio Mama Shelter. Donc voilà, ça c'est pour donner un petit peu comment est-ce qu'on est organisé chez Ennismore. Après, moi je pense que sur la façon dont on organise un projet,
Il y a beaucoup de personnes qui sont invitées dans un projet. Ça va être bien entendu l'architecte d'intérieur. Ça va être le consultant, les différents consultants qu'on peut avoir en acoustique, les consultants BRIM, LEED, etc. Les consultants F&B, les consultants wellness, etc. En fait, tout ça, ça va former un écosystème. Et tout le monde doit avoir son mot à dire. Ça, c'est très important. Il faut respecter la parole de tous. Et c'est cette organisation au sein de ce projet qui va être monté qui va falloir qu'on mette en place. Donc, pour cette mise en place, moi, je pense que si on met pas les bons jalons dès le début, en fait, ça fonctionne pas. On doit, d'un point de vue contractuel, mettre en place ça faisait l'objet du précédent talk, avoir un bon budget, ça c'est primordial. Bon budget FFNI, OSNI, IT, etc. On doit aussi bien définir toute la partie constructive, mobilier, enfin tout ce qui est fit-out. On doit avoir le bon planning, on doit avoir les bonnes matrices de responsabilité. Et c'est avec tout ça qu'on arrive à savoir où on va et définir le rôle de la prescription et aussi maintenir la prescription au sein des différentes parties. Particulièrement, je pense, enfin, et nous, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que le projet soit drivé par l'architecte d'intérieur. Pour nous, c'est très important. Parce qu'après, s'il y a trop de personnes qui parlent, on n'y arrive plus. Bon, je crois qu'on reviendra. C'est le sujet. Oui, absolument. Et je crois qu'on reviendra sur cette notion de matrice de responsabilité. Mais d'abord, ça m'a amené à une question pour Claire Mabon, dont le micro fonctionne. Il fonctionne, oui. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, vous êtes senior design director chez Pierre-Yves Rochon. Claire, dans le luxe, on imagine que la prescription est sacrée. Est-ce que c'est encore le cas? Et comment protégez-vous la cohérence du projet quand les achats ou le budget ou quelqu'un d'autre remet en cause la prescription? Bonjour, donc moi je travaille effectivement chez Monsieur Rochon depuis 26 ans et on a des projets essentiellement d'hôtellerie, de luxe avec beaucoup de grands groupes et on fait un petit peu de particulier. Donc le particulier, on va pas en parler parce que la prescription est un peu différente. Par contre sur l'hôtellerie, pour répondre à la question, je pense que non, notre prescription est de moins en moins respectée et comment on dit importante, ouais, bénie des dieux, c'est vraiment une bataille. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que notre projet, c'est essentiellement ce que les gens vont toucher, c'est-à-dire les tissus, les meubles, les assises, la moquette, et c'est ce que les gens vont toucher. Donc, pour nous, c'est la chose la plus importante et ce qui est très, très primordial dans nos projets et auquel on attache beaucoup d'importance. Donc, nécessairement, dans nos choix, on choisit, si on choisit ce fauteuil, c'est parce que c'est ce fauteuil. Si on choisit cette lampe, c'est parce que c'est cette lampe. Et en plus, comme on a des projets quand même assez, on va dire, intemporels ou voire un peu classiques suivant les cas, mais souvent avec des mix, on peut pas copier une chaise Louis XVI d'un fabricant, ou on peut pas copier une lampe de chez Charles, ou on peut pas. Donc c'est très compliqué parce que nous, on dessine notre design avec des pièces précises. Et puis après, on a des acheteurs qui arrivent en disant « bah non, mais là, il faut que je remplace cette chaise par une autre chaise ». Et c'est très compliqué. Donc, dès le départ, ce qui est important pour nous, c'est qu'on ait un budget, comme ça on sait à peu près si on pourra pas placer un modèle ou un autre modèle. Donc, ça nous donne notre niveau de choix. Donc, ça, c'est le budget. Après, si c'est... En général, on essaie quand même de discuter avec l'acheteur pour dire, ben voilà, ces pièces-là sont importantes, donc celles-là, ben, on va se battre pour les garder parce que c'est l'essence de notre projet et c'est ce qui va faire que le projet soit réussi et conviendra à ce qu'on a vendu à notre client. Et après, on dessine de plus en plus parce que du coup, en dessinant, ben, ça permet de travailler avec, on va dire, un peu plus de fournisseurs. Donc voilà, donc en fait c'est un peu une bataille, mais si dès le départ, en fait je pense qu'on arrive tous à ça, si dès le départ on donne les bonnes bases, on arrive à s'en sortir. Alors c'est un peu une bataille, ça m'amène en fait à la question suivante, qui sera peut-être... qui va vous parler, Mathieu, c'est le premier axe, ça va être la mise en œuvre justement et le paramétrage du projet. On voit qu'il existe aujourd'hui
Alors, on a fait une vraie machinerie organisationnelle autour d'un projet. Quelle est selon vous, question collégiale, quelle est selon vous la bonne combinaison des rôles, de qui fait quoi et des responsabilités, et qu'est-ce que tout ça nous dit du rôle réel du prescripteur aujourd'hui? Peut-être Mathieu, vous sembliez... Ouais. Vaste question. Non, en fait, je pense que avec le nombre d'intervenants qu'on peut avoir sur un projet, ça nécessite d'avoir un bon chef d'orchestre. Si on n'a pas ce chef d'orchestre qui pilote effectivement ces différents intervenants, ça ne fonctionne pas. Donc nous, ce qu'on essaie de faire par exemple, on n'est pas les seuls, hein, on n'a pas inventé l'eau chaude là-dessus, on essaie de mettre en place des matrices de responsabilité pour dire, bon ben voilà, le rôle du designer, c'est ça, le rôle de... Enfin, voilà, on essaie de délimiter tout ça de façon à s'assurer dès le départ que les rôles de chacun seront bien respectés. Et ça, en fait, il faut prendre aussi ça dans une dimension de, on va dire, de phasage du projet, c'est-à-dire que on parlait, tu parlais tout à l'heure de la prescription. C'est vrai qu'en fait, il y a une première phase, ça va être la prescription initiale, effectivement, et puis après, la réalité revient. On a un budget, il faut le respecter, et donc il y a effectivement la question du value engineering sur le projet. Donc ça va être à la fois sur du mobilier sur mesure où il va falloir qu'on redessine ou autrement qu'on revoie les matériaux. Et puis après, ça va être aussi sur le catalogue où on avait cette référence et là, ça elle passe pas. Bon, on va repartir sur autre chose. En fait, c'est intéressant ton idée de chef d'orchestre parce que déjà, qui est le chef d'orchestre? Avant, je pense que c'était nous. On avait vraiment le budget et on faisait exactement ce qu'on avait imaginé. Et voilà, l'hôtel ou l'appartement ou la maison était stricto sensu comme on l'avait dessiné. Aujourd'hui, qui est le chef d'orchestre? Il y a tellement d'intervenants. Donc, le premier, c'est le budget. Bon, ça, c'est sûr qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut en fonction des budgets. Mais après, il y a le propriétaire, évidemment, puisque c'est quand même lui qui nous confie le projet, qui fait appel à nous et qui nous paye et qui paye le projet. Donc, c'est le premier qui doit être entendu, évidemment. Mais ensuite vient les acheteurs, des assembliers, je ne sais plus, il y a des nouveaux métiers en fait autour de ça, qui viennent se greffer à notre métier. C'est vrai, on va prescrire un tissu, et pour économiser 3 €, on va nous dire non, il faut passer sur un autre tissu. Donc c'est une bataille incessante, enfin une bataille, c'est un bras de fer pour faire respecter l'âme de notre projet. Dans le budget, bon, c'est super challengeant, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'interlocuteurs. Oui, et du coup, on a un peu perdu notre rôle de garant, parce qu'au départ, on vend un projet à un client, et finalement, il y a tellement de gens qui se mettent au milieu de cette discussion qu'entre le projet qu'on a vendu et le projet qu'on va découvrir à la fin, il y a eu tellement de personnes qui ont donné leur avis, qui sont arrivées avec des idées, des suggestions, des réductions. Finalement, on perd un peu le fil, et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à remettre en place, c'est nous retrouver notre rôle. On est un peu les maîtres normalement pour que le projet se déroule. Donc il y a toute une organisation d'équipe à trouver, et je pense que c'est dans la collaboration, dans la discussion dès le départ en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une notion, on avait parlé aussi de valeur ajoutée créative, d'être plus malin, c'est-à-dire comment la créativité devient-elle une arme dans ce nouvel système un peu centrifuge où tout va dans tous les sens? Est-ce que le fait d'anticiper davantage, est-ce que le fait d'avoir une prescription peut-être plus ouverte qu'auparavant, et puis on pense à la sacro-sainte Bible où on avait référencé des prescriptions bien définies, est-ce que le fait d'avoir une approche plus ouverte peut nous aider dans la prescription? C'est vrai que d'être malin, oui. C'est pour ça que je parlais du métier d'assemblier, c'est-à-dire que c'est le temps où on pouvait tout faire chez un artisan, le tapis sur mesure, le mobilier sur mesure, tout sur mesure.
Bon, déjà, il faut faire travailler tout le monde, mais c'est vrai que ce temps-là est un peu révolu et c'est à nous d'être malins et de prendre un mobilier d'éditeur, de dessiner un mobilier sur mesure, de prendre un mobilier catalogue, d'aller dans une boutique aussi lambda chez qui tout le monde peut aller pour faire un mélange des genres et faire vivre le lieu. Mais oui, on est obligé maintenant d'aller à plusieurs endroits et ça nous prend un temps fou. Oui, ou nous, ce qu'on fait aussi, là, ça arrive sur des projets justement qui sont un petit peu compliqués, c'est que dès le début du projet, on essaie d'instaurer ça, c'est travailler avec un fournisseur, on va pas nommer des gens, mais bon, un contracteur qui fabrique du mobilier, on fait ça en Italie avec des fabricants italiens, et quelque part, on développe avec eux, on crée nos spécifications avec leur catalogue ou avec ce qu'ils peuvent faire ou avec ce qu'ils peuvent nous proposer pour que du coup, on maîtrise un petit peu notre projet global. Ça ne veut pas dire qu'on ne vient pas rajouter d'autres pièces pour qu'on n'ait pas le catalogue complet de tel fournisseur, mais ça nous permet de mieux contrôler et de s'assurer que on n'a pas dessiné quelque chose et puis après on va nous le changer et puis après on va devoir le redessiner, le resélectionner, ce qui prend effectivement beaucoup de temps. Donc il y a cette petite technique gymnastique qu'on fait quand le client, l'acheteur nous permet de faire ça en fait. Mathieu, comment vous allez distinguer un meuble identitaire qui est prescrit d'un meuble qui doit rester maintenable en exploitation et donc qui est variantable? Alors, il y a une chose et une chance qu'on a avec les deux studios qu'on a développés, donc M-Studio et puis le studio Mama Shelter, c'est que du coup, on a intégré on va dire l'architecture d'intérieur au sein d'un opérateur. Donc du coup, on a des retours constants d'expérience de la part des hôtels qui vont nous dire ok, en fait ça fonctionne pas, c'est pas le bon tissu, c'est pas le bon merchandise, etc. Et en fait, ça, c'est assez intéressant pour nous. C'est-à-dire que ça sert on va dire, vraiment un peu de laboratoire aussi. Et ces retours d'expérience, on peut également, d'une certaine façon, les appliquer à d'autres projets, d'autres marques hôtelières. Mais après, je vais pas vous mentir. On est à la fois dans une constante nécessité d'évolution de nos marques, des projets. Et donc, cette nécessité d'évolution, ça veut dire qu'on doit également changer son fusil d'épaule, essayer de nouvelles choses, etc. Donc, on essaie de faire mieux, mais on essaie aussi d'être proactif dans le changement. Et donc, cette proactivité fait que forcément, on va se planter sur d'autres choses. Mais bon, c'est ce qui fait aussi, des fois, la patte d'un projet. C'est ce petit twist qu'on a mis quelque part. Et puis bon, on fera mieux la prochaine fois. On est garant quand même on doit se porter garant. Si un tissu s'abîme au bout de 6 mois ou 2 ans, c'est clairement de notre faute. Donc on a on a une expertise par rapport à ça. En plus, les normes sont de plus en plus drastiques. Normes non-feu, l'abrasion, la solidité. Donc, mais ça, c'est vraiment notre rôle. Le rôle du prescripteur au sein de l'agence, de donner le bon produit. C'est vrai qu'on ne va pas traiter et mettre les mêmes mobiliers dans un boutique hôtel que dans un 300 chambres où il va y avoir un turnover énorme. Mais c'est vrai qu'après, il y a de nouveaux matériaux qui vont arriver sur le marché. On se dit, ouais, c'est génial, ça, je veux absolument essayer. On ne sait pas encore ce que ça va tout à fait donner parce que c'est nouveau. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais ce qui est délicat sur le garant aussi, et nous, ça nous arrive en ce moment, on est en plein dedans sur un projet où on a prescrit des meubles un petit peu classiques qui ont été fabriqués à l'étranger par une marque, un fournisseur qui nous a été imposé par l'acheteur et qui, au bout d'1 an, les vernis craquent, les chaises se cassent, les pieds sont tordus, les tissus tiennent pas. Et du coup, c'est super compliqué. Est-ce que c'est parce que votre prescription a été variantée et donc vous avez perdu le lien avec le fabricant que vous aviez prescrit? C'est ça. Oui, d'accord. Et du coup, là, c'est super compliqué parce qu'effectivement, nous, on a dessiné quelque chose, on a prescrit quelque chose, on nous a proposé des alternatives sur lesquelles on n'a pas pu, qu'on n'a pas pu refuser parce que c'était comme ça que le projet avait été vendu au client par l'acheteur. Et du coup, nous, quelque part, on a une responsabilité aussi. C'est-à-dire quand l'hôtel revient vers nous au bout de 2 ans en disant là, au meuble, ils tiennent pas.
Donc ça, c'est un problème enfin, notre responsabilité et notre problème de garant, il est toujours un petit peu compliqué aussi. Est-ce que c'est pas en s'appuyant justement sur cette notion de garantie qu'on peut donner du poids à la prescription? C'est là où on y travaille, et c'est pour ça que si dès le départ on peut, pas imposer, mais suggérer des fournisseurs qu'on connaît, dont on est sûr du rapport qualité-prix, on va dire, parce que c'est ça en fait, il faut qu'on en respecte un budget, mais en même temps il faut qu'on respecte quelque chose qui va tenir. On fait de l'hôtellerie, donc c'est pas, on doit quand même avoir un produit de qualité. Donc si on arrive dès le départ à isoler ces bons fournisseurs avec qui on pourra travailler, développer notre projet et arriver à un résultat budget, qualité qui nous convient, je pense que c'est l'idéal. Ouais. Parce qu'on parlait aussi, Céline, de la place d'autres choses que le mobilier, des accessoires et des objets pour pouvoir garder une âme au projet quand il a été parfois un peu trop challengé. Vous m'avez parlé de ça aussi dans la préparation. C'est vrai que au sein de l'agence, on passe énormément de temps à peaufiner le projet. Il y a le projet architectural qui va répondre à toutes les demandes et à ce qu'on souhaite en faire. On le dessine, mais pour faire un hôtel sur mesure, il y a un travail conséquent encore sur l'accessoirisation qui va faire qu'on ne va pas retrouver les mêmes objets dans tous les hôtels, parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, Dieu merci, l'hôtellerie a l'air de bien se porter. Bon, c'est pas le sujet de la table, mais il y a quand même pas mal de projets et il y a beaucoup d'hôtels qui se rénovent, qui se construisent. Et du coup, il faut être différenciant. Même si on est sur des marques, même si on est sur des hôtels de marque qui vont se retrouver dans le monde entier, c'est comment se différencier. Et c'est souvent par le mobilier, l'accessoirisation et les artworks et les détails. Tout. Non, effectivement, moi je te rejoins complètement. Il y a une chose, par exemple, qu'on fait beaucoup chez Mama Shelter. Je sais pas si tu peux remettre la slide juste avant. Nous, on aime beaucoup travailler. Oui, celle-ci. On aime beaucoup travailler chez Mama Shelter on parlait de créativité, sur tout ce qui est dessin, conception graphique. Donc là, par exemple, on a un tapis qui est fait, qui est développé avec un artiste. On fait ça avec les tissus, on fait ça avec donc les rideaux, on a tout ce qui est fresque, fresque murale, fresque au plafond, et donc c'est toute cette collaboration qui permet également effectivement de maintenir, d'avoir la créativité. Je reviens à un sujet peut-être un peu plus sur la partie accessoirisation. Ce dont on se rend compte, c'est ce qui arrive à la fin. Donc généralement, c'est une enveloppe qui a tendance à être souvent dégradée. Et je reviens sur l'identification du budget, qui pour moi est primordial. C'est qu'on n'arrive pas, en fait, pour maintenir votre rôle de prescripteur, il faut identifier le budget dès le départ, et on peut pas faire de vase communicant entre la construction et la décoration d'intérieur. Si on n'arrive pas, en fait, à vraiment fermer ces enveloppes, c'est là, en fait, où justement on se retrouve avec 3 francs 6 sous pour mettre 2 livres dans la bibliothèque, et ça va pas. Ils en parlaient à une autre table ronde avant, précédemment, en disant qu'effectivement, la clim, le CVC ne doit pas venir empiéter sur notre rôle et notre travail, d'autant plus que la clim, c'est très bien qu'elle fonctionne, mais personne ne la voit, et que nous, c'est toute cette accessoirisation qui sera vue et qui va faire le lieu qui sera instagrammable et qui donnera envie d'aller, quoi. Oui, parce qu'on a parlé de garantir l'exploitation, mais on a aussi garantir le sens et la cohérence du lieu en soi. C'est un peu un contrat en fait pour moi, c'est-à-dire que nous on présente un projet à notre client, on montre une belle perspective avec des meubles, des accessoires, des objets, enfin on a notre projet qui fait rêver, et quelque part notre client il nous achète ça, et après il faut qu'on lui délivre ce qu'il a vu sur sa perspective, et nous c'est une bataille et on est toujours assez fiers de ça, c'est-à-dire que on se bagarre beaucoup, mais souvent on reprend notre perspective initiale et on la compare avec la photo, et c'est la même chose, et ça c'est vraiment un truc sur lequel on continue à vraiment travailler très fort à l'agence. Et pour moi, donc nous, on s'est engagé à délivrer ça, et je pense que le client, les acheteurs, ils doivent aussi respecter ce contrat. C'est-à-dire que ils peuvent pas dire je vous ai acheté ça, mais je vous ai pas donné l'argent pour vous permettre de réaliser ce projet. Donc pour moi, il y a vraiment une réflexion dans le respect de notre travail en fait. Il y a la notion de respect, et donc en fait, ce qu'on voit bien, c'est que
on n'est plus sur une somme de décisions isolées, mais en fait une dynamique collective, où en effet chacun respecte les limites de prestation de chacun et la valeur ajoutée de chacun. Autour de cela, et puisqu'on est à l'ameublement en français, quel rôle peuvent avoir les fabricants, les artisans, pour vous épauler dans cette affaire? Je pense que c'est vraiment le travail main dans la main, mais c'est pareil, tout à l'heure il y avait une photo là, puis du coup je fais un petit clin d'œil à une collègue, une photo du Georges V avec le restaurant. Typiquement, Monsieur Rochon, il a commencé à l'agence, on a commencé à dessiner cette voûte avec, ça doit être la prochaine, avec un arbre de fleurs. C'est évident que cet arbre de fleurs, on le dessinait et on le développait avec une entreprise qui est la seule qui était capable de faire ça. C'est après, je crois, ou avant. C'est un restaurant avec un arbre. Et non, voilà ça. Ça nécessairement, quand on l'a dessiné, on savait que ça devait se faire avec un artisan et un seul, et que ça pouvait pas se faire avec quelqu'un d'autre. Donc c'est pour nous, c'est important aussi dès le départ d'arriver en disant voilà, notre projet, il commence par cette œuvre, et puis cette œuvre, elle coûte tant, et c'est ça qu'on va mettre en premier. Donc il y a aussi ça. On arrive encore à nous écouter. On essaie de se faire respecter sur ça. C'est-à-dire qu'on vend un projet, et ce projet, il part d'une œuvre. Et c'est une démarche artistique. Et c'est une démarche artistique. Et ça, on peut pas la remplacer par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui fait que justement le lien direct avec le fabricant peut être maintenu malgré l'ensemble des intervenants, ce système un peu centrifuge qui est à l'œuvre dans les projets aujourd'hui? Ouais, je pense que c'est vraiment des collaborations. On a une vraie collaboration avec, je dirais presque intimité avec beaucoup de nos fournisseurs, avec qui travaillent énormément, parce que nous, on dit qu'on travaille beaucoup, mais eux, derrière, ils font des recherches, ils font des échantillons, on va essayer avec des différents tissus. Et donc, quand on passe des semaines à travailler avec eux et que, in fine, non, pour une question de budget, parce que c'est quand même souvent la raison, on va aller chez quelqu'un d'autre. C'est très frustrant pour nous, mais pour eux aussi, parce que c'est un travail conséquent. C'est un travail, ouais. Donc, et ils nous font confiance aussi. Donc, on se bat pour eux, ils se battent pour nous, et on travaille main dans la main, comme tu disais Claire, pour arriver à nos fins et trouver la bonne solution économique et technique et esthétique. Après, je crois que c'est une histoire d'autorité aussi. De temps en temps, je pense qu'il faut qu'on se remette à notre place en disant, voilà, c'est nous l'architecte d'intérieur, c'est à nous qu'on a confié le projet. Et je sais que Monsieur Rochon, c'est toujours son mot, il dit, il faut se battre, je lâcherai pas. Et je pense que nous, on est un peu à cette école-là, et de temps en temps, on arrive en disant, non, ça, c'est ce meuble, et ça doit être ce meuble. Bon, des fois, on nous écoute, des fois, on nous écoute pas, mais je crois qu'il y a, nous, se remettre à notre place un peu on est prescripteur, mais on est, on nous a choisis, quoi. Et je crois qu'il faut qu'on se batte. Oui, effectivement, et je pense que vous êtes aussi garant de ce qui va être important dans le projet, ce qui va le définir, ce qui va le rendre différenciant. Et ça, vous êtes les seuls à le savoir. Est-ce qu'il y a une notion de confiance, c'est-à-dire quand on confie un projet à un architecte d'intérieur et puis qui lui-même ensuite prescrit des fabricants, prescrit un certain nombre de produits, il y a cette notion d'autorité qui vient de la confiance nécessairement? Complètement, c'est une confiance absolue. C'est vrai que le propriétaire d'hôtel, puisqu'on parle d'hôtel aujourd'hui, nous confie un projet. On sait la mission qu'on a. Outre de faire un beau projet, on veut aussi, il faut qu'on l'écoute. Voilà, il y a quand même une grande discussion. Et puis après, il y a une connaissance aussi. Quand on travaille, on fait plusieurs hôtels pour le même client, on sait comment il fonctionne. Et donc, il y a une confiance, l'autorité. Pas toujours, on peut pas toujours l'avoir, mais on essaye. Mais en tout cas, la confiance, ça c'est certain. Et je pense que ça dépend aussi vraiment des investisseurs, ceux qui vont porter le projet. On parlait tout à l'heure sur notre table ronde de la multitude en fait d'acteurs et d'investisseurs qu'on peut avoir. Ça peut être effectivement, donc ça peut être des family office, ça peut être des foncières, ça peut être des particuliers. Alors il y en a certains avec lesquels il y a cette relation, elle marche dès le début, ils vont venir vous voir et ils connaissent votre travail, etc. Dans d'autres cas, c'est pas forcément, ça n'est pas forcément le cas. Et donc là, il y a vraiment, on parlait de pédagogie, et je pense que c'est aussi important, effectivement, d'avoir ce travail pédagogique sur effectivement, des investisseurs qui ne connaissent pas forcément ce que c'est que un projet hôtelier,
et les guider un petit peu, leur dire ok, en fait, regardez le travail qu'on a fait, regardez ce qui est important, regardez pourquoi est-ce que ça va fonctionner. Nous, de notre côté, c'est aussi ce qu'on essaie de faire à notre niveau. Ouais, un vrai travail de pédagogie, je pense que. Et en pensant à l'acte d'autorité, je pensais que c'est surtout un acte de conviction, en fait, par rapport au projet qui est créé et à la démarche qui est entreprise. Est-ce que vous allez, en fonction de ces différents types d'intervenants sur le projet, adapter ou en tout cas peut-être renoncer même à certains projets si vous savez que votre conviction ne sera pas entendue, peut-être Claire? Ça va être toujours compliqué, c'est-à-dire que bon, on est quand même des sociétés un petit peu commerciales, donc il faut quand même qu'on arrive à rentrer des projets, mais de plus en plus là maintenant, on refuse. On voit des projets arriver, on se dit bah ceux-là, on n'arrivera pas à les amener au bout parce que soit l'interlocuteur avec lequel on a parlé, on sent que justement il y aura pas cette confiance, il y aura pas cette relation dont on a besoin en fait. C'est un travail à deux quoi. Donc oui, maintenant nous on commence à se dire bah ça pourra pas. Et après, des projets qu'on a déjà signés et dans lesquels on est, ils sont malmenés parce que justement beaucoup d'intervenants, parce que beaucoup de personnes qui donnent des avis. Et enfin, ça, on a fait cette analyse récemment en ressortant des vieilles archives de perspectives. Avant, on faisait une perspective, on faisait nos spécifications et le projet, ça y est, il était fini. Maintenant, on arrive à avoir 50 versions d'un projet avant d'arriver à ce qui va être fabriqué, parce que tous les gens qui sont au milieu et qui donnent leur avis et qui savent pas, ils viennent mettre des bâtons dans les roues et nous faire nous demander des améliorations, des évolutions. Et du coup, on perd. Pour revenir à la question du départ, on perd finalement notre image de départ finalement. Donc on est tous d'accord que l'enjeu va être d'anticiper et de composer avec les différentes parties prenantes et puis surtout, je crois, faire preuve d'autorité et de conviction. On va pouvoir se tourner aux questions parmi vous. De se renouveler aussi. Et de savoir se renouveler et se remettre en Ouais. question parce que les choses évoluent. L'IA, ça va être une autre table ronde aussi, mais il va falloir vraiment qu'on se renouvelle et qu'on s'adapte. Et puis peut-être que c'est pas parce que ça se complexifie que ça devient forcément plus compliqué. En fait, c'est complexe, mais c'est pas forcément compliqué. Donc, en fait, je pense que c'est une nouvelle façon d'organiser et puis de mettre les bonnes responsabilités. On est plus créatif finalement. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions? Ah, une tout au fond. Oh là là, plein. Alors, je vais commencer par le fond. Voilà. Bonjour, Kamel Brick d'EcoSourcing. J'accompagne les professionnels de la décoration sur leur sourcing. Ma question, justement, pour pouvoir faire un lien plus étroit et plus serré entre fabricants, artisans et clients et architectes d'intérieur, le fait de faire payer les clients les échantillons pour leurs projets, sur lesquels ils sont souvent extrêmement demandeurs, voire carrément demande compulsif. On peut faire 50 versions de la même pièce, il faut faire 50 fois les échantillons. Est-ce que ce serait pas déjà un moyen, en tout cas, déjà de les responsabiliser par rapport à cette demande compulsive, et aussi de leur faire comprendre le coût que ça a? Une grosse question, on se la pose souvent et j'ai pas la réponse parce qu'en fait, je suis pas sûre que il y a plein de clients à qui on proposerait ça qui nous regardent en disant mais vous délirez là. Et donc on l'intègre nous dans nos budgets au départ, c'est-à-dire quand on fait nos propositions, qu'on intègre une somme pour tous ces échantillons, mais ça me paraît toujours assez compliqué. Mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on a de plus en plus, ouais. C'est comme pour les travaux, c'est-à-dire le nombre de devis que peuvent faire une entreprise avant d'arriver au bon devis, et c'est un temps fou et qu'ils ne sont pas payés pour ça, et parfois ils n'ont pas le marché, et c'est très frustrant. C'est sûr pour vous, c'est très frustrant parce que vous êtes au plus près de notre projet, mais finalement ça fonctionne pas, et c'est vrai que pour moi la réponse est non, on peut pas faire payer aux propriétaires les échantillons, c'est notre job, ce serait presque à nous de vous payer. Mais bon, pour ça, il faudrait qu'on soit payé. Donc, c'est un peu compliqué. Merci beaucoup.
Oui, bonjour, Jean-Baptiste Auvray. Très facile de se présenter ce matin. Donc nous, on est designer, architecte d'intérieur. Notre projet est en couverture de ce magnifique magazine, donc c'est très facile de se présenter. Merci beaucoup, parce qu'en fait, tout ce que vous avez dit est extrêmement fidèle à ce que l'on vit dans notre métier au quotidien. Alors, je pense qu'à peu près tout y est passé. J'avais juste une question, c'est que vous parliez du chef d'orchestre, vous parliez du garant. Et j'ai l'impression quand même que souvent, de plus en plus, nos clients, j'ai commencé autrement. J'essaye souvent d'expliquer à mes clients qu'un bon projet, c'est avant tout un bon brief. Et qu'avec les bons points de départ, on est capable de bien travailler. Et il y a un jeu qui se met en place, qui est de plus en plus de jouer sur un floutage de brief, voire même un floutage économique parfois, avec cette idée complètement saugrenue qui serait que si je donne pas toutes les contraintes, je vais avoir le meilleur de la créativité. Alors qu'à l'inverse, la créativité se crée avec la contrainte, qui nous force derrière à essayer de faire rentrer un peu comme les enfants, là, le rond dans le triangle, qui abîme le projet. Et je voulais savoir comment vous viviez ça, parce que de notre côté, il y a vraiment une tendance qui évolue à une sorte de dépossession de la netteté, de la précision du brief, avec aussi beaucoup de strates et d'hiérarchie du côté de nos clients, qui nous met souvent dans une posture à devoir faire, refaire, reconvaincre des choses qui auraient été beaucoup plus faciles, dynamiques et meilleures pour le projet si ça avait été clair en amont. Merci. Moi, je pense que ça dépend du projet. Il y a des projets, on sait tous qu'on a des projets qui sont plus ou moins importants pour notre... déjà au niveau des honoraires, au niveau de l'image de marque et de ce que ça va générer. Donc, il y a des projets où il faut se battre et il faut rien lâcher. Et c'est vrai que c'est épuisant, mais il faut y aller parce que c'est quand même c'est le cœur de notre projet, c'est qu'il soit réalisé comme on le souhaite. Et puis il y a d'autres projets qui sont peut-être plus économiques, ou peut-être le propriétaire n'est pas sensible aussi à l'esthétisme et tout ça. Et donc il faut aussi savoir lâcher dans ces moments-là, je pense. C'est un peu un jeu d'équilibre. Alors, nous, en tant qu'opérateurs, on essaie de définir au maximum tous ces éléments-là. Donc, quand on va signer un contrat, parce que à la fin, ça reste effectivement une équation économique. C'est-à-dire que si on a le bon BP, mais que on n'a pas bien défini les budgets en amont, on va se planter. L'hôtel il va ouvrir, on aura dépensé trop, et puis au final, c'est pas rentable. Donc, on essaie vraiment, aussi bien sur les budgets constructifs que de FF&I, que des standards de marque, pour être sûr que tout ce qui est technique va être pris en compte. On essaie de le ceinturer au maximum, et pareil aussi au niveau du planning. Mais je suis d'accord, certaines fois, c'est pas évident. C'est vrai que la clé, c'est ça, c'est le project manager au départ qui doit être hyper carré, avoir son planning, avoir son budget, avoir la liste des intervenants, la liste de qui fait quoi, enfin le tableau des responsabilités. C'est vrai que quand il y a quelques projets quand même, il faut être optimiste aussi, il y a quelques projets qui commencent comme ça, et en général, ceux-là, c'est ceux qui se passent le mieux, parce que dès le départ, on sait quel est l'acheteur, parce que là, c'est le sujet. Et avant même pratiquement de dessiner notre projet, on discute avec l'acheteur, et on peut être plus malin, plus précis dans nos prescriptions, parce qu'on sait déjà où on va aller. Si avant de dessiner un tapis, on sait pas avec qui on va le faire, c'est plus compliqué, on va passer du temps. Pareil pour spécifier un meuble. Donc en fait, la clé, c'est vraiment ça, c'est d'avoir les intervenants au départ très clairs, très précis. Le budget, évidemment, ça arrive, mais si on doit rêver, c'est ça que c'est notre liste de Noël. Je crois qu'au fond, on est tous des militants du fait que la créativité vient de la contrainte. Plus les contraintes seront bien claires et bien identifiées, plus on sera créatif à l'intérieur. C'est challengeant. Et d'un bon client. Voilà. Et d'un bon client. Et d'un bon client. Ça, c'est sûr. Ça commence Une autre par question? là. Non, on me dit non. Bon, voilà, coupé dans mon élan. Merci beaucoup. Merci. On peut les applaudir.